Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, on parle avant tout de développement personnel, on commence par ça. Et donc, on vous retrouve tout de suite, Jalil Al-Ash'ari, pour notre première rubrique. Alors, pour un quotidien plus agréable avec vous, Jalil Al-Ash'ari, vous êtes life coach en amour de soi et avec vous aujourd'hui, apprendre à prendre sa vie en main. Alors, prendre sa vie en main, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi c'est une problématique? Est-ce que nous sommes en train de vivre ou est-ce que nous vivons la vie de quelqu'un d'autre? Nous allons en discuter avec vous juste après ce micro-trottoir. Alors, prendre sa vie en main, c'est toute une combinaison de plusieurs choses en fait, qui font en sorte que l'être humain est capable de s'assurer soi-même au sein de la société ou de son environnement et aussi être capable de mieux cerner sa vie. Donc, et développer son savoir-faire, son savoir-être. Se prendre en main, pour moi, c'est déjà se remettre en question. Parce qu'avant de se prendre en main, il faut savoir qu'on a commis des erreurs. Et en fonction de ces erreurs-là, savoir qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je ne dois pas améliorer. Donc c'est ça commence par une remise en question et aussi un degré de maturité. Il faut être assez mature pour pouvoir se prendre en main. Faire ce que je veux, contrôler ma vie comme je veux, et puis voilà, avoir des objectifs dans ma vie, essayer de les atteindre, trouver des stratégies pour les atteindre, et puis voilà quoi. Je dirais que je devrais essayer d'analyser la situation, comprendre où est la faille, savoir pourquoi ça ne marche pas, puis après de m'inspirer de mes erreurs, puis trouver une solution pour y parvenir. Pour moi, c'est la liberté, faire ce qu'on veut, voilà. Automatiquement prendre la distance, le temps de réfléchir pour prendre la bonne décision. Eh bien, beaucoup de réponses par rapport à cette question. Prendre sa vie en main, qu'est-ce que ça veut dire? Remise en question, faire ce que l'on veut, prendre du recul, s'inspirer de ses erreurs, même si je ne suis pas trop d'accord avec cette association de mots, s'inspirer de ses erreurs. Est-ce qu'on s'inspire de ses erreurs ou on apprend de ses erreurs plutôt? Alors, d'abord, pourquoi cette expression existe-t-elle? Pourquoi on dit je veux prendre ma vie en main ou pourquoi on dit à quelqu'un tu dois prendre ta vie en main? Qu'est-ce que ça implique en fait? C'est très répandu parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas leur vie à eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre des vies des autres, de leurs parents, de leurs cousins, etc. Et ils se rendent compte à un certain moment de leur vie que ça ne va pas, qu'il y a de la monotonie, qu'il n'y a pas de passion de vivre. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui me fait courir? On est stressé, on fait plusieurs choses, mais on n'a pas de goût, on n'a pas de plaisir à les faire, etc. On est en mode de pilote automatique. On fait les choses automatiquement et par la suite, on se sent évidé et on se sent coupé de sa propre âme. Donc, reprendre sa vie en main, si on peut prendre une image figurative, c'est comme si on avait sa propre vie, c'est une petite barque. Chacun a sa petite barque et à chacun de savoir gérer sa barque dans les vents et marées de la vie, savoir comment orienter ses voiles, quand est-ce que ramer, quand est-ce que se laisser emporter par le courant, savoir nager aussi, parce qu'on est dans une mer, donc il faut savoir se débrouiller. Il faut être responsable aussi de sa propre vie, ne pas toujours jouer la victime parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a fait, etc., etc. Mais alors, cette petite barque, elle allait dans ce fleuve de la vie. Exactement. Depuis un moment. Oui. Mais qu'est-ce qui vient remuer cette barque et faire dire à la personne « je veux prendre ma vie en main ». Justement. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Le déclic, quand il y a un événement qui se passe dans la vie d'une personne, pour la réveiller un petit peu, elle se rend compte qu'elle est en train de faire des choses qui ne la conviennent pas, qui ne lui ressemblent pas et qu'elle les fait par peur d'être rejetée ou d'être jugée par les autres. Est-ce que par exemple une maladie, un deuil, oui, exactement. Une perte d'emploi, l'arrivée d'un enfant, exactement. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Oui, anniversaire, un mariage, un divorce, un deuil, un licenciement, une maladie souvent. Une maladie grave. La quarantaine. Oui. La quarantaine, c'est vrai, je crois que c'est une période de remise en question. La quarantaine, la trentaine ou la cinquantaine, parce que parfois on se réveille très tôt, parfois on se réveille très tard. C'est vrai. Mais c'est surtout cette sensation d'être comme un robot, faire les choses d'une façon automatique, schématisée, mais pas de plaisir. Le coaching de vie, c'est véritablement quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Pour certains, c'est presque une alternative aux psychologues. Et c'est notre premier sujet avec vous, Soraya Drissi. On en parle, mais juste après, un petit reportage réalisé par nos équipes.
Soraya Drissi, vous êtes coach certifié, hypnothérapeute, un coach de vie ou une coach de vie, pourquoi? On va en parler avec vous dans quelques instants, mais d'abord ce micro-trottoir. Je n'ai jamais eu recours à un coach. Oui, effectivement, j'ai déjà eu recours à un coach pendant presque 2 mois, mais malheureusement, j'ai dû arrêter parce que c'est pas donné. Oui, j'aimerais bien essayer un coach. Non, malheureusement, j'ai jamais eu affaire à un coach. Un coach de vie? Non, pas vraiment. Moi, quand j'ai des problèmes, je vais voir ma mère. Et en plus, c'est gratuit. Alors justement, un coach de vie, pourquoi? Oui, non. Une mère, est-ce que ça peut être un coach de vie? En plus, c'est gratuit, selon la personne que nous venons de voir à l'instant. On en parle avec vous, Soraya Drissi, coach certifié, hypnothérapeute. Merci encore une fois d'être là. Merci. Alors, dites-nous, un coach de vie, c'est qui? C'est quoi comme formation? Qui est le coach de vie? Alors, un coach de vie, c'est quoi comme formation? C'est une formation d'accompagnement qu'il suit pendant un certain temps sur quelques techniques de thérapie brève, d'observation, d'écoute, de questionnement. Et, ça, c'est par rapport à sa formation. Mais en fait, le coaching en soi, il consiste en l'accompagnement de personnes dans la définition et la réalisation d'un objectif précis. Ça permet en fait à la personne de pouvoir développer, retrouver ses ressources, développer son potentiel et tout ça au bénéfice d'une réussite dans le cadre personnel ou professionnel. Alors justement, la différence entre ce que peut apporter un coach de vie et ce que peut apporter une discussion au sein d'une famille avec sa mère, avec sa sœur, avec son père, avec son frère, c'est quoi la différence? Alors la différence, elle est grande et en fait c'est ce recul, la neutralité, le non-jugement et aussi une certaine confidentialité. Quand je dis non-jugement, c'est-à-dire qu'avec un ami, en fait, il va me parler selon son point de vue, selon son propre filtre, comment lui il voit la chose, et limite, il aimerait bien que son avis soit pris en compte. C'est-à-dire, voilà, il a mis du temps pour échanger avec moi. Il s'implique. Alors qu'un coach, en fait, il n'a pas ni de projet, ni de vue sur le client. C'est à lui de trouver sa solution par lui-même. L'idée, c'est d'arriver à l'accompagner pour qu'il puisse trouver cette solution à travers un questionnement, à travers une remise en question, à travers un ensemble même d'exercices et de méthodes qui permettent ça. Ok. Alors, c'est quoi la différence avec un psy? Parce que vous dites un questionnement et vous ne donnez pas de solution, un psychologue non plus ne donne pas de solution, c'est une écoute. C'est quoi la différence entre le coach et l'image du divan chez le psy? Alors, le psy va être plus axé sur le passé, sur l'enfance, l'adolescence et le pourquoi. C'est une analyse. C'est une analyse, le pourquoi de la chose. Le psy va être plus axé sur une détresse psychologique, le soin. C'est-à-dire il va être plus dans le soin de certaines pathologies, alors que le coach, il est plus axé ici, maintenant et futur, plus dans l'action que dans les échanges et les discussions. En fait, on ne discute pas pour discuter. L'idée, c'est que la personne arrive à mettre en place un certain nombre d'actions qui pourraient l'aider à réaliser son objectif. Ok, alors l'ici et maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi souvent lié avec le passé ? C'est un peu le dilemme des gens qu'on a pu rencontrer également en off pour préparer l'émission, qui nous disent très bien, mais comment je peux savoir si je peux aller voir un coach ou un psy qui me dit que mon blocage n'est pas dû à autre chose? Oui, il se peut que le blocage soit dû à autre chose. À partir du moment où on arrive à définir c'est quoi le blocage, on travaille sur quelles sont, par exemple au niveau d'un coach, quelles sont les croyances limitantes qui font que je suis bloquée par rapport à cet élément-là. Mais si effectivement il y a une détresse, il y a une douleur par rapport au passé, c'est clair, par moments, on peut aborder même le deuil, mais pas d'une manière assez profonde, de telle sorte à ressortir les cadavres. C'est ça ce que... C'est ça. Vous arrive d'orienter oui. Systématiquement. Vers un psychologue, un psychiatre? Systématiquement. C'est-à-dire que s'il y a une personne, elle a besoin d'aller comprendre pourquoi, de peut-être travailler un deuil assez profond, et que ces éléments-là pourraient même l'empêcher à envisager en fait des objectifs, mettre en place un certain nombre de choses. C'est clair que ce passage, il sera nécessaire, sinon le coaching ne servira pas à grand-chose.
ceux qui ont passé une mauvaise nuit, avec les petits parce qu'ils ont eu du mal à les coucher, ils ont eu du mal à se reposer le soir, eh bien, on a pensé à vous et Sabrine Gdira est avec nous. On vous retrouve tout de suite, Sabrine. En tout cas, on ne vous promet pas de recette miracle, mais on vous promet surtout de faire de notre mieux pour gérer l'enfer des dodos. C'est avec vous, Sabrine Gdira, spécialiste de la petite enfance. J'imagine que c'est une préoccupation récurrente de la part des parents. Chacun a sa petite solution pour s'en sortir. Et justement, on est allé voir comment on s'en sortait un petit peu différentes personnes que nous avons pu rencontrer à travers ces micro-trottoirs. On regarde. C'est une grosse galère, il faut les accompagner, il faut raconter des histoires. C'est très simple, bon, il faudrait l'écouter, essayer de s'amuser avec, d'accord, essayer de l'écouter, bon, essayer de raconter des histoires, et s'intégrer avec, et je suis sûr qu'il va dormir. Si on est agité, donc il ne va pas dormir, ça c'est sûr. Un de mes fils dort très rapidement, mais l'autre a des difficultés, il a 8 ans, il commence à avoir peur la nuit. Donc je dois rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais apparemment, c'est le cas de tous les enfants de son âge. Au départ, c'était difficile, mais en ce moment, il s'habitue. Je lui dis que moi aussi, quand j'étais petite, j'avais peur comme lui, que c'est tout à fait normal. Je lui donne de l'importance, quoi. Mais si je le réprimande pour ça, parce que je suis fatiguée, que j'ai envie d'aller faire autre chose, non, je lui donne le temps. Et en fait, apparemment, chacun sa petite recette. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Mais bon, c'est pas facile. Hein. Alors, déjà, chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque foyer est différent. Donc, on a tous des horaires, des routines différentes. Comme disait Freud, être ou devenir parent, c'est le métier le plus difficile du monde. Quand ils arrivent, ils ne sont pas livrés avec le mode d'emploi. Il n'y a pas de recette magique, comme ce qu'on disait. Sinon, je pense que ça se saurait depuis longtemps. Le dodo, effectivement, c'est dans le top 3 des galères des parents. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut arrêter de penser qu'on est les seuls à éprouver beaucoup de difficultés pendant ce moment-là. Il y a certaines choses qui facilitent l'endormissement. Il y a plusieurs trucs et astuces qu'on peut donner aujourd'hui aux parents, tout en sachant qu'effectivement, il y a peut-être certaines choses qui vont plus marcher sur certains enfants, d'autres choses sur d'autres enfants, etc. Alors, on ne va pas trop se poser la question pourquoi on va directement sur les solutions, parce que je crois que c'est ce qui intéresse le plus. Clairement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le syndrome du rappel. Ça veut dire qu'il y a toujours le dernier pipi, la dernière histoire, le dernier câlin. Et en fait, on manque de fermeté souvent parce que on cède à la première requête, puis à la deuxième. Donc, la réponse, la solution, on va dire, à cette problématique-là, c'est la routine. Instaurer une routine qui va durer entre 15 et 20 minutes, qui ne doit pas excéder 30 minutes. L'enfant ne doit pas sentir qu'on a vite besoin d'expédier, qu'il s'endorme rapidement. Il faut que cette routine, elle ait un début, elle ait une fin, elle ait un horaire, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir anticiper ce qui va se passer, parce que plus l'enfant va être dans un cadre sécurisant, rassurant, mieux il va s'endormir plus tôt. Donc cette routine-là, elle est très importante. Elle se passe en général dans la chambre. Elle va commencer plus tôt. Donc on va aller se laver les dents, on va faire le dernier pipi. Ensuite, chaque famille va instaurer cette routine. Ce qu'on conseille aussi aux familles, c'est de faire un planning de la routine du dodo en image. Donc on va mettre en image avec l'enfant. On va lui expliquer ce que tous les soirs il va faire. Okay. On va essayer d'avoir un horaire qui est plus ou moins... Oui, bien sûr. Personnellement. Et il y a un retour sur investissement qui paye en plus. Donc voilà, tout ça, l'enfant va savoir ce qu'il attend, on va lire l'histoire. On ne va pas commencer à faire des choses pour essayer de le fatiguer, parce que tout ce qui est bagarre, bataille de polochon, chatouille... Ça les surexcite pour rien. Ça va les surexciter au lieu de les épuiser, contrairement à ce qu'on peut penser. La chambre doit être aussi un havre de paix, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller punir l'enfant pendant la journée dans la chambre, parce qu'elle doit être synonyme de tranquillité, d'apaisement. On va peut-être aussi installer un coin de lecture dans la chambre pour vraiment faire le parallèle avec la sérénité de ce lieu. Il faut qu'elle soit au goût de l'enfant, c'est-à-dire que on investit... Absolument, pardon de vous interrompre, mais ça c'est pour, on va dire, des enfants qui sont capables d'échanger, de communiquer. Mais le bébé, c'est différent? Alors, le bébé, c'est toute une autre thématique, parce que déjà, voilà, les premiers mois, certains préconisent qu'ils dorment avec les parents, d'autres non, d'autres... Enfin, il y a vraiment plusieurs écoles. Donc, on ne peut pas donner les mêmes... Voilà. À part pour l'histoire du rituel.
Non, le rituel, il est présent dès tout petit et il va commencer à prendre toute son importance vers 2-3 ans. Mais avant, enfin, plus on l'instaure tôt, le rituel il va être différent évidemment d'un nourrisson à un enfant de 3 ans. Mais la technique du rituel est vraiment très importante parce que voilà, l'enfant, plus a des... On a l'impression que si on va brimer l'enfant si on lui impose des limites, un cadre, alors que c'est tout le contraire, c'est ce qui va vraiment le sécuriser. Et un enfant apaisé, c'est un enfant qui va s'endormir facilement et qui va bien dormir. Et si malgré tout, il rappelle, on a tout mis en place, le rituel, les derniers tout, les derniers bisous, dernier câlin, dernier pipi, dernier tout, et une fois installé dans son lit, il rappelle. Alors ça, c'est une préparation qui se fait en amont, c'est-à-dire que pendant la journée, on va lui expliquer, pas tous les jours, mais c'est-à-dire le jour où on va mettre en place ce rituel, on va lui expliquer que ce soir, et désormais tous les soirs qui vont arriver, on va faire ça, on va faire une histoire, on va chanter, on va se raconter nos journées, on va faire des câlins, on va faire ça, ça et ça. Une fois que je vais te dire bonne nuit, je ne reviendrai plus. Donc l'enfant, effectivement, il va essayer de tester les premières fois, il va crier, il va appeler, il va voir que ça ne marche pas une fois, deux fois. Est-ce qu'il faut aller le voir ou pas du tout? Ça dépend. Si on trouve que les cris sont inquiétants, évidemment, on ne va pas le laisser en panique totale dans sa chambre, mais un parent sait reconnaître, même s'il ne veut pas se l'avouer, un caprice ou non de la part de son enfant. Absolument. Ensuite, il faut essayer de le mettre au lit éveillé. C'est-à-dire que s'il s'endort, ce qui est très, très, très mauvais, dans un autre lieu que sa chambre, c'est-à-dire dans le salon, dans le lit des parents, etc., déjà, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Mais si par hasard ça arriverait, il faut le réveiller et qu'il soit conscient qu'on le mette dans son lit et qu'il soit conscient du fait qu'il s'endorme, parce que de cette manière, si jamais il se réveille pendant la nuit, il va être capable de se rendormir tout seul. Okay. Tandis que si on le met dans son lit alors qu'il dort, quand il va se réveiller, il peut avoir une crise de panique, il peut être complètement, ne plus savoir où il est, comme ce qui peut nous arriver à nous, adultes. Et si jamais il n'a pas cette capacité à s'endormir seul, il va nous réveiller et on tombe dans d'autres problèmes. Donc voilà, l'idée de le coucher en étant éveillé, c'est très important. Même si beaucoup de parents aimeraient ne pas le faire, justement, ne pas réveiller un enfant qui dort. C'est exactement ce qu'on disait au début, c'est un investissement, mais après, c'est-à-dire on ne peut pas avoir les choses sans travailler, c'est comme tout dans la vie. Plus on va essayer de mettre en place tous ces rituels, toutes ces bonnes routines, on va dire, avec un enfant, plus après on va être récompensé. On ne peut pas espérer que l'heure du dodo, comme l'heure du déjeuner ou n'importe quel moment de la journée avec un enfant se passe bien si on ne met pas les efforts nécessaires pour que ce moment se passe bien. Donc il y a plusieurs astuces aussi pour les parents qui ont plusieurs enfants, de pas le même âge, d'âge différents. On peut coucher le premier, comme ça on passe vraiment un bon moment avec lui. Le premier, c'est le plus petit? Voilà, le plus petit. Et quand je parle de bon moment, ce n'est pas forcément un moment long, mais c'est un moment de qualité. C'est-à-dire qu'en étant parent, il faut vraiment favoriser la qualité plutôt que la quantité. Un gros câlin, un gros bisou, câlin, une belle histoire. Même un échange, on demande ce qu'il a fait pendant la journée, on raconte soi-même sa journée. On peut même lui expliquer ce qui va se passer le lendemain, parce que, encore une fois, c'est dans le même cadre que le cadre rassurant. Donc voilà, on va passer du temps avec lui de qualité, on va ensuite coucher le deuxième, le troisième. C'est-à-dire qu'un enfant qui est rassasié, qui n'a pas besoin qui sent qu'il a eu l'attention. Tout le monde au lit. Voilà, c'est pas ça. Il ne faut pas bâcler ce moment. On prend 10 minutes. À partir de quel âge on peut bâcler ce moment? À partir de quel âge nos enfants n'ont plus besoin de nous pour les mettre au lit? Franchement, c'est à l'appréciation de chaque famille, de chaque parent. Il y a des enfants, dès lors qu'ils rentrent en CP, CE1, qui savent un peu, par exemple, lire, ils vont prendre du plaisir à prendre un petit livre, regarder des images, s'endormir comme ça. Il y a d'autres enfants qui vont avoir besoin qu'on leur parle juste avant de s'endormir, ça va les rassurer. Vraiment, c'est propre à chaque enfant. Il faut apprendre, en fait, à connaître son enfant. C'est ça. Il n'y a pas de... Mais si je vous ai posé la question comme ça, c'est parce qu'on pense dans l'émission aux enfants, à leur bien-être, bien sûr, mais aussi au bien-être des parents. Parce que c'est du boulot. Et en fait, la journée n'est pas souvent facile. Ouais. Et donc, le soir, on a juste envie de respirer. Et c'est légitime. C'est légitime. Et encore une fois, c'est une question de priorité. C'est-à-dire que... on se donne à fond dans notre travail tous les jours pour de tierces personnes. On peut bien faire l'effort en rentrant le soir de prendre un quart d'heure pour ses enfants qu'on a voulu, qu'on a fait et dont on est responsable. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on se donne pour nous, pour autrui. On peut quand même donner ces petites minutes, on ne parle pas d'heures, ces petits moments à notre progéniture. Et tout le monde tirera un bénéfice de cette situation. C'est-à-dire que
s'il dort bien, on dormira bien. En tant qu'adulte, on a besoin de sommeil. Sinon, on devient irritable. Sinon, enfin, le manque de sommeil a beaucoup de conséquences vraiment négatives. On pose la question au jeune papa que vous êtes, docteur Youssef Benjeloun. Cette histoire de routine, rituel, sommeil, vous contribuez? Vous mettez la main à la pâte? Oui. Honnêtement? Honnêtement, on a demandé à madame, on va regarder le rôle. Oui, on se partage un peu ces tâches, bien sûr, avec mon épouse, mais c'est sûr que quand on en a 2, 3, il faut éviter, comme vous avez dit, si bien dit maintenant, de les mettre tous. Ils ont rarement le même âge, sauf si on a des jumeaux ou des triplés. Exactement. Mais donner à chacun un peu son temps et puis les faire amener. Mais honnêtement, est-ce que c'est évident après une journée de boulot, chaque fois que vous rentrez le soir, parce que honnêtement, on a la tête disponible à 100%. Allez, super, c'est l'heure du dodo, on va s'amuser. Je ne sais pas. Honnêtement, écoutez, on ne fait pas de beaux discours aux téléspectateurs, on est honnête avec eux. Sabrina a si bien dit, on donne beaucoup de notre temps pendant toute la journée à des tierces personnes. Et à partir du moment qu'ils sont encore réveillés, les enfants, au moment où on rentre, oui, on est là pour eux. Et ça fait partie, le dodo, souvent, il ne reste plus beaucoup de temps pour qu'ils aillent dormir. Donc oui, c'est peut-être l'un des moments qui nous reste à passer avec eux. Avec les enfants. Les téléspectateurs vont se dire, c'est quand même une mère indigne, elle pense plus aux adultes qu'aux enfants. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce que vous dites, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'on se sent vide d'énergie en rentrant. Fatem Zahra, ça vous parle tout ça? Bah oui. C'est vrai que bon, les miens ont grandi. Mais vous êtes passé par là. Oui, absolument. Et puis, je pense que c'était nécessaire, aussi bien pour eux que pour moi. C'est-à-dire que ça me permettait de le retrouver un petit moment. Quand vous avez dit de se raconter des choses, de raconter ma journée, qu'ils me racontent la leur. Il y a vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup les parents, c'est passer du temps avec leurs enfants, mais surtout du temps de qualité. Ça aussi, les spécialistes le disent. Et ça, on en parle avec vous tout de suite. Nabila Benhoud, vous êtes coach en développement personnel et spécialiste en communication. Bien-être, enfants et ados, c'est notre rubrique qui arrive. Alors justement, beaucoup de parents culpabilisent à l'idée de ne pas profiter de leurs enfants, à l'idée de ne pas passer assez de temps avec eux. Alors justement, je vous pose la question, Selma Ouzani. Vous êtes maman, vous avez 3 enfants, vous êtes très active. Est-ce que vous trouvez le temps suffisant? La colle. Oui, la colle. Je ne trouve pas beaucoup de temps. J'essaie de faire du mieux que je peux quand je suis là, d'être là. Mais c'est très difficile. C'est pas évident. On est d'accord, c'est pas évident. C'est un sujet qui est très important. On le discute avec vous, madame, mais juste après ce sujet. Passer un bon moment avec ses enfants, c'est passer un moment qui permet de répondre à leurs besoins sociaux, leurs besoins affectifs, émotionnels et leurs besoins physiques. Pour répondre à son besoin émotionnel, il faut que l'enfant ressente de la joie. Il faut que les relations que les parents entretiennent avec leurs enfants soient des relations basées sur l'amour, sur la bienveillance, sur le respect, sur la valorisation. Personnellement, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Maintenant, c'est la reprise d'école. Donc on essaie de sortir un peu en week-end, principalement manger à l'extérieur, enfin pas tous les week-ends bien sûr, mais pendant les vacances scolaires, effectivement des sorties hors Casablanca. Pour répondre aux besoins sociaux de l'enfant, il faut que les moments que les parents passent avec l'enfant lui permettent de se sentir appartenir à une communauté. Pour répondre aux besoins physiques de l'enfant, il faut que les parents fassent en sorte que l'enfant ait une activité physique riche et épanouissante en même temps. La durée du temps que les parents passent avec les enfants est très importante et la qualité de cette durée aussi. Il faut que l'enfant soit la priorité, au centre de ces moments que les parents passent avec lui. Il faut que ces moments que les parents passent avec les enfants soient de vrais moments d'apprentissage. On passe toute la semaine au travail. On essaie au maximum de dédier le week-end aux enfants et on essaie justement de les ramener pour jouer, pour passer du bon moment avec nous. Et en fait, c'est nous qui passons du bon moment avec nos enfants.
Alors, mesdames, beaucoup parlent justement de passer du temps avec les enfants pendant le week-end parce que, on peut le dire, la semaine, c'est très compliqué, c'est pas évident. Nabila Benouhoud, vous avez la clé pour nous, la solution pour nous? Comment passer du temps de qualité avec nos enfants? Vous avez des enfants également, bien sûr. Oui. Vous avez la solution? Écoutez, la solution, c'est on n'est pas des parents indignes parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps avec nos enfants. Merci beaucoup de nous rassurer. Mais ça bien rassure sûr, tout le monde, je crois. Vous êtes des personnes actives, donc vous passez beaucoup de temps en fait au travail, sur la scène publique, à la maison aussi avec les enfants. Donc chacun de nous, fait ce qu'il peut. On fait ce qu'on peut parce que pourquoi on travaille, pourquoi on sort? Parce que tout simplement, on a besoin de nous accomplir. La première des choses que je peux dire, c'est que je travaille parce que je dois m'épanouir. C'est-à-dire ça me fait du bien de me développer, de m'épanouir. Et si je suis quelqu'un d'épanoui, je serai très positive pour mes enfants. Absolument. Quand je sors, je ne vais jamais dire à mes enfants, je sors parce que je dois ramener de l'argent pour vous acheter telle et telle chose. Ça, c'est hors de question. Certains parents le font. Oui. Il ne faut pas. Ils le font parce que toujours l'intention est positive. C'est parce qu'ils ne savent pas peut-être choisir les bons mots pour les dire aux enfants, mais les enfants, ils vont finir par vous dire on n'a pas besoin d'argent. C'est ça. On a besoin ils le disent d'ailleurs, les enfants, oui. Ils le disent, mais quand ça nous arrive de sortir, ça nous arrive de partir en voyage, d'assister à des conférences, de faire pas mal de choses, il faut juste expliquer aux enfants que maman a besoin de se sentir bien. Maman doit étudier, maman doit travailler parce que pour elle, c'est la seule chose qui lui permet de son épanouissement. Et vous serez bien si maman est bien. De toute façon, ils le comprennent. Papa aussi. Bon, je parle de maman parce que... C'est vrai. Alors justement, est-ce que les mamans culpabilisent plus que les papas? Messieurs, désolé pour la question, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que les papas c'est normal. On a moins tendance à culpabiliser plus que les papas. C'est tout à fait normal parce que nous, on a passé plus de temps avec l'enfant, à l'allaiter, à le nourrir. On a pris soin de lui plus que le papa. Je ne dis pas que les papas ne font rien, mais on a tendance, c'est l'instinct maternel. Et donc, à un moment donné, on a l'impression que quitter l'enfant, partir travailler, c'est vraiment injuste et on sent que la société tout entière complote contre nous parce qu'on est obligé de laisser l'enfant et de partir. Non, mais cet enfant, si on lui dit même un jour, 3 jours, 1 mois, moi je suis sûre que les enfants comprennent. Quand on lui donne tout l'amour qu'il faut, il n'a pas besoin de rester collé à nous 24 heures sur 24. Justement, pas rester collé 24 heures sur 24. Tant mieux, parce que de toute manière, ce n'est pas possible. Impossible. Déjà. Mais ensuite, beaucoup de personnes sur le reportage disaient c'est le week-end que nous passons du temps, c'est pendant le week-end que nous passons du temps avec nos enfants. Combien de rendez-vous arrivez-vous à placer le week-end avec vos copines, par exemple? Aucun. Je vous dis la vérité, vous me posez la question. Oui. Alors Yasmine, quand ils dorment. Quand il n'y a aucun rendez-vous, des fois on se sent mais vraiment dépourvu de nos ressources. On n'a plus rien à donner parce que nous-mêmes, on n'est pas ressourcés. C'est ça. Le problème... mais le souci, c'est qu'on bosse, très bien, on n'est pas là parce qu'on travaille, et on se dit, je ne peux pas en plus me permettre d'aller passer un week-end avec mes copines ou là quelques heures avec mes copines parce que je dois les consacrer à mes enfants. Déjà, je dois le consacrer à mes enfants. Je les ramène au parc et je leur fais payer ça. Déjà, je suis là en train de les regarder jouer. Je ne fais aucun effort. Je ne souris pas. Alors faites vite, jouez vite parce qu'on va partir. On les stresse. Mais quand on arrive des fois à placer rien qu'un petit rendez-vous de 2 heures pour quelque chose qui me ressource, je rentre à la maison tout épanoui. Je n'ai pas besoin de leur faire payer ça. Alors comment je passe mon temps de qualité avec eux? C'est ça, c'est que je me donne du temps d'abord? D'abord, il faut se sentir pas du tout coupable. C'est-à-dire, il n'y a pas de culpabilité à travailler. C'est-à-dire, chacun de nous fait un choix. Soit on est femme au foyer, et même les femmes au foyer, des fois, elles ont du mal à s'occuper de l'enfant parce qu'elles ont beaucoup de charges, il faut le dire. Donc, il faut dire que d'abord, il y a un travail. Je m'occupe d'un certain nombre de choses, j'ai des responsabilités. Mais en même temps, je dois dégager par jour un petit moment pour les enfants. On n'a pas besoin de rester avec les enfants 3-4 heures. Déjà, ils rentrent de l'école, je ne sais pas, 5 heures, 6 heures. Les devoirs, c'est un moment de qualité? Alors, ça dépend aussi. Déjà, le mot devoir, moi, ça me dérange. Devoir, c'est un devoir. Quand il s'agit de devoir, donc il n'y a plus de plaisir. Mais on peut tout de même transformer ce moment en un moment de plaisir. Alors, dans cette rubrique avec vous, professeur Benis, nous allons nous attaquer à la prévention. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'hypertension artérielle, c'est le tueur silencieux. Mais on va essayer de savoir si, malgré tout, il y a certains sons,
certaines vibrations de cette maladie que la personne peut détecter. On va en parler juste après ce petit reportage. On regarde. L'hypertension artérielle, c'est une pression anormalement forte exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux. Et on laisse 1 à 2 cm. Il faut que le brassard soit à la hauteur du cœur. La pression systolique, c'est une pression maximale exercée par le sang sur les parois des vaisseaux quand le cœur se contracte et envoie du sang. Donc, elle est maximale. Et la pression diastolique, c'est la même chose. C'est une pression exercée par le sang sur les parois quand le cœur se relâche et reprend son volume initial. Je vois bien que votre tension, elle est très bien. Elle est de 122 sur 77. Normalement, c'est une pression presque idéale parce qu'on considère qu'une tension est normale lorsqu'elle est en dessous de 14,9. Alors, il y a une règle de base. Il faut toujours prendre sa tension 3 jours de suite, matin et soir, et à chaque fois, prendre 3 mesures successives, espacées de quelques minutes. Le pharmacien, il a un rôle très important dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Si jamais il trouve une tension artérielle élevée, il oriente vers un spécialiste qui est un cardiologue. Et donc justement, on vient vous voir ensuite, professeur Ahmed Bennis, pour essayer de vérifier tout ça. L'hypertension artérielle, c'est notre sujet avec vous tout de suite. Dites-nous, on dit que finalement, c'est lors d'une prise de la tension assez anodine que l'on va découvrir qu'une personne est hypertendue parce qu'il n'y a aucun symptôme avant. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien du tout, aucun symptôme? On entend parler de bourdonnement, on entend parler de fatigue. Est-ce que ce sont des symptômes? Le bourdonnement, par exemple. Alors, propre à l'hypertension. Le plus souvent, l'hypertension artérielle est une maladie silencieuse. Donc, dans la majorité des cas, dans 90% des cas, c'est à l'occasion d'une visite systématique ou d'une prise de tension qu'on découvre qu'on a une pression artérielle élevée. On peut avoir des signes, mais le plus souvent, ils sont tardifs. Les maux de tête, généralement, ça veut dire que la tension est assez élevée. On peut avoir un essoufflement, on peut avoir des bourdonnements d'oreilles, des vertiges, des sensations de mouches volantes devant les yeux, des étourdissements, parfois un essoufflement. Mais dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle est découverte de façon systématique, c'est-à-dire on prend la tension de façon fortuite. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on invite chaque personne qui a plus de 40 ans à aller voir le médecin et prendre la tension au moins une fois par an. Okay. Il y a 4 choses qu'il faudrait prendre à partir de 40 ans, la tension artérielle, l'indice de masse corporelle, le poids et la taille, la glycémie et le cholestérol. Des choses simples, donc à connaître pour avoir déjà une idée sur un peu une mesure pour un suivi. Ok, mais là encore j'insiste, une fois qu'on a par exemple ces symptômes de bourdonnement, de mouches devant les yeux, ça veut dire que l'hypertension est déjà installée ou bien que ce sont les prémices d'une hypertension? Il n'y a pas de parallélisme et de corrélation entre les symptômes et le niveau de pression artérielle. Vous pouvez trouver des gens qui ont des niveaux de tension assez élevés sans aucun symptôme. À l'inverse, vous pouvez avoir des personnes qui ont des maux de tête ou qui ont des vertiges, qui ont des hypertensions modérées. Donc il n'y a pas de parallélisme entre le symptôme et la maladie. Le symptôme a le mérite d'amener la personne à consulter. Il pousse la personne à consulter. Mais en général, c'est un tueur silencieux. Il faudrait absolument prendre la tension artérielle de façon systématique à partir de 40 ans. Ok, on est hypertendu à partir de quelle valeur? À partir de 140 sur 90 mm de mercure. Donc c'est 14,9. C'est déjà hypertendu. C'est déjà de l'hypertension. Mais c'est de l'hypertension. C'est de l'hypertension artérielle. Mais il ne faut pas prendre la tension une seule fois. C'est plusieurs prises. Parce qu'il y a toujours cet effet blouse blanche. Vous partez chez le médecin, vous avez peur, vous déclenchez une tachycardie, ça fait monter la tension. Et puis, il faudrait la prendre à plusieurs reprises. Deuxièmement, il faudrait insister sur les conditions de mesure de la pression artérielle. Les recommandations disent aujourd'hui qu'il faut se reposer au moins pendant 5 minutes, au repos le plus total, dans une chambre bien aérée. Il ne faut pas avoir bu du café ou avoir pris un excitant. Il faut être complètement relâché. On prend 3 fois la tension artérielle, bras droit et bras gauche, et on ne tient pas compte de la première prise. On tient compte de la deuxième et troisième prise pour justement enlever cet effet de peur de blouse blanche. Et puis, en général, on convoque la personne 15 jours après pour contrôler effectivement s'il est hypertendu. Donc le traitement est donné directement après? Si par exemple, on confirme le 14,9? Si il est confirmé, on gradue l'hypertension artérielle en 3 grades. Grade 1, 14 sur 9. Grade 2, plus de 16 sur 10. Et grade 3, plus de 18 sur 11.
globalement. Voilà. Donc, alors, si l'hypertension est confirmée, à ce moment-là, il y a 2 règles importantes. Il y a ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire on va modifier son style de vie. On va marcher un peu, on va arrêter de fumer, on va maigrir, on va manger un peu moins salé, on va consommer plus de salade, des légumes et fruits, et on va plus être dans le mouvement et réduire la masse corporelle et l'indice de masse corporelle. Et puis, après, on va commencer le traitement. Alors, on va commencer le traitement pas à pas, et l'objectif tensionnel est d'arriver à la tension de 13,8 ou 88 mm de mercure. Okay. Pourquoi? Parce qu'on estime que plus la tension s'élève, plus le risque pour le cerveau, pour le cœur, pour les reins, pour les artères augmente. C'est-à-dire que c'est un tueur silencieux. Ça va abîmer plus facilement les artères. C'est-à-dire les artères du cerveau, par exemple, c'est l'accident vasculaire cérébral, c'est aujourd'hui les démences, c'est les pertes des fonctions supérieures. Au niveau du cœur, c'est l'infarctus, l'insuffisance cardiaque. Au niveau des reins, c'est l'insuffisance rénale. Mais aujourd'hui, on sait que les traitements depuis 50 ans ont diminué de façon drastique et de façon importante ces complications majeures. On passe à un autre sujet, on va parler santé, on va parler nutrition et on va parler super aliments. Docteur Karim Louali, nous sommes avec vous, vous êtes médecin nutritionniste, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Une sélection de super aliments que vous nous avez faite, épinards, poireaux, spiruline, amandes, graines de chia. Il y en a énormément. On propose justement une autre sélection à nos téléspectateurs. On regarde et on revient pour développer la vôtre. À tout de suite. Les super aliments prennent leur envol du placard de nos cuisines, cap au vent, pour rendre nos assiettes débordantes de santé. Oui, les super aliments portent parfaitement bien leur nom, parce que ce sont de véritables bombes nutritionnelles. Ils sont nombreux, nous avons l'embarras du choix. Que ce soit des fruits, des légumes ou encore des algues, les super aliments sont partout. Parmi ces super-héros, les cranberries, super aliment de compétition. Originaire d'Amérique du Nord, la cranberry est une petite baie rouge incroyablement riche en antioxydants. Elle protège ainsi de l'attaque des radicaux libres et aide à ralentir le vieillissement. Les amandes, celles qu'on aime, le super aliment idéal à picorer. Très concentrée en fibres, protéines et minéraux, elle a une forte densité nutritionnelle, d'où son effet très rassasiant sans pour autant élever la glycémie. Le gingembre, adieu douleur musculaire. Cette racine venue d'Asie n'a pas que des vertus aphrodisiaques. Le gingembre soulage aussi les articulations en bloquant les mécanismes inflammatoires. Il a aussi le pouvoir d'apaiser le système digestif, d'atténuer la nausée et d'améliorer les capacités cognitives. Le hareng, c'est épatant. À son actif, un duo de choc. Vitamine D plus bon gras. Le hareng est en effet une super source d'acides gras de la famille des oméga-3 qui stimule la production de cellules boucliers. Quant à la vitamine D, elle permet d'éviter rhume et grippe. Et enfin, le cacao. Le cacao, un super aliment? En voilà une bonne nouvelle. Source d'antioxydants et de molécules anxiolytiques. Ce super aliment est donc un allié de taille pour les systèmes nerveux et cardiovasculaires. Pour lutter contre le stress, il est juste parfait. Vous avez compris? Les super aliments sont nos super amis. Alors, les super aliments, justement, il y en a finalement pas mal, hein? Il y en a énormément. Mais d'abord, il faut qu'on essaie de faire comprendre aux gens comment ça va, comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que c'est qu'un super aliment? Pourquoi du superlatif? C'est un aliment qui est très riche en antioxydants, en acides aminés, en oméga-3, en vitamines. Mais pourquoi on a besoin de tout ça? Parce qu'il faut savoir que quand on fait de l'énergie dans notre cellule, on produit des déchets qu'on appelle des amines oxydés ou des radicaux libres. Notre corps se défend lui-même, tout seul. En fait, le corps, c'est une machine parfaite. Et donc, contre les pro-oxydants, on a des antioxydants. Mais aujourd'hui, les choses changent. C'est-à-dire, on est stressé, il y a la pollution, on ne dort pas assez, il y a la junk food. Donc, notre pouvoir antioxydant est en train de baisser. Et on a besoin de ces super aliments pour redresser la barre. Donc, leur but, c'est-à-dire que si on les mange, ils font partie d'une chaîne d'alimentation saine. Il ne suffit pas de manger des super aliments pour être en bonne santé. Il faut faire du sport, il faut manger sainement, c'est un tout. Mais quand on les apporte en plus, eh ben on fait de la prédiction santé, de la prévention santé. Ok, alors on passe en revue. On commence par l'épinard, l'aliment de Popeye.
Oui, écoutez, que ce soit les épinards... Vous l'avez choisi, docteur. Oui, oui, que ce soit les épinards ou les autres. Les épinards, c'était riche en vitamine C, c'est très riche en fer. Donc ça, c'est des choses... chacun de ces super aliments contient des choses extraordinaires. Ok, mais quand vous dites super aliment, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'avoir tous les jours dans son alimentation? Oui, à titre d'exemple, vous avez parlé d'amandes. Les études sont très claires. Il y a eu des études très poussées qui ont été faites en 2013 par rapport aux amandes. Par exemple, une poignée d'amandes, 15 grammes, ça va réduire le risque d'atteinte d'infarctus ou d'atteinte cardiovasculaire de 15 à 20%, par exemple. Donc, c'est des petits plus qu'on va ajouter. On a parlé de graines de chia, par exemple. Vous savez que les graines de chia contiennent 10 fois plus de fer que les lentilles. Donc, il suffit, pour apporter ses besoins quotidiens, d'avoir 3 cuillères à café de graines de chia par jour. D'accord. Donc ça se mange cru? Oui, on peut mouler ça. On peut même saupoudrer sur une salade, sur le pain qu'on mange. On parle même des graines de lin, par exemple. On connaît tous. On peut donner aux enfants? Oui, des graines de sans chia? problème, sans problème. Même quantité? 3 cuillères, c'est quand même beaucoup? Non, c'est beaucoup pour les enfants. Petite cuillère à café à saupoudrer au-dessous du pain, ou au-dessus de la salade, ou sur la soupe. C'est largement suffisant. Ok. Poireau, un super aliment, le poireau? Oui, aussi. Le poireau, en fait, les super aliments, on peut les classer en fruits et légumes et on peut les classer en algues. Mais pourquoi on dit que le poireau est un super aliment? Oui, c'est riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Mais en même temps, docteur, tous les aliments, tous les fruits et légumes sont riches en vitamines, en antioxydants, en minéraux et en eau. Pourtant, là, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Qui sortent du lot parce qu'ils contiennent des choses en quantité supérieure que d'autres. Moi, j'ai dit, par exemple, les graines de chia, on a 10 fois plus de fer. Par exemple, l'acérola, vous en avez parlé, c'est très riche en vitamine C naturelle. Exactement. Et donc, un super antioxydant. Mais le poireau, on le mange rarement cru, on le mange cuit. Est-ce que la cuisson cuit? Oui, alors il faut savoir que trop de cuisson fait disparaître les vitamines et les minéraux. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder ces légumes croquants. Il faut toujours utiliser les modes de cuisson légers. Le wok, la vapeur. Il ne faut pas trop agresser le légume dans la cuisson. Donc, comme on a dit, il y a le volet légumes et fruits et il y a aussi le volet algues. Et là, on est en train de parler, maintenant qu'ils sont à la mode, on parle de la chlorella, on parle de la spiruline. Par exemple, la spiruline, qui est d'ailleurs produite chez nous au Maroc. La spiruline, elle est même exportée à l'étranger aujourd'hui. C'est un super aliment qui est très très riche en fer, très riche en acides aminés, très riche en minéraux. Mais on la prend en gélule, la spiruline? On peut la prendre avec toutes ses formes. Ça se vend sous forme d'algues, sous forme de comprimés, sous forme de gélules. C'est pas très pratique, très sympa de prendre des algues vertes et de les manger directement. C'est pas très commode. Mais les gens qui sont en manque de fer, les étudiants, les sportifs de haut niveau, trouvent en cet aliment beaucoup de choses intéressantes pour combler les déficits qu'ils créent par le stress dû à la période d'examen ou le stress dû à l'entraînement, ou des choses comme ça. Donc en fait, au lieu de parler de compléments alimentaires, il faut aller puiser dans les super aliments. Effectivement, dans la nature, on a tout ce qu'il faut. Hippocrate a dit, faites de votre aliment votre premier médicament. Mais aujourd'hui, on a cette liste de super aliments qu'on oublie. Parfois, il y a des choses toutes simples. Les brocolis, par exemple. Très, très bonne valeur ajoutée, très bonne source d'antioxydants aussi. Et puis, on a même parfois de simples épices. On ne va pas trop compliquer la chose. Par exemple, le gingembre. Le safran, le safran, on parle de ses effets anti-inflammatoires. Le gingembre, on vient de parler. Il y a eu même des études qui ont corrélé le gingembre au traitement des spondyloarthrites ankylosantes ou bien des rhumatismes et que ça donnerait les mêmes résultats que les anti-inflammatoires classiques. Et donc, il y a des choses toutes simples, le gingembre, le safran qu'on utilise quotidiennement dans notre cuisine. Il y a des choses plus compliquées, par exemple la chlorella, qu'on utilise énormément dans les désintoxications du corps. Et chlorella, c'est une algue? Non, en fait, la chlorella, c'est ce qui est vert dans les plantes. C'est ce qui est vert dans les plantes, c'est ce qui permet de changer. La chlorophylle? Oui, la chlorophylle, par exemple. Je connaissais chlorophylle, mais pas chlorella. Oui. Alors, vous imaginez qu'elle est extraordinaire dans les désintoxications des métaux lourds. Et on reçoit aujourd'hui des gens qui sont intoxiqués à l'aluminium, on en voit très très souvent. Vous savez, on utilise maintenant le papier aluminium à tort et à travers, ou bien au plan, ou bien les gens qui ont des vieux plambages dans leur bouche, et qui viennent nous voir pour des histoires d'asthénie, de baisse de morale. Et on fait tous les bilans et tout est normal. Et une fois qu'on explore le volet métaux lourds, et on trouve qu'il y a des métaux lourds. Et cette plante-là... Un plombage peut donner autant de sur le fil des années, c'est des microdoses qui sont libérées dans le sang. Et avec 10 ans, 15 ans
qu'on garde ce plombage, ce vieux plombage noir, comme ça les gens se retrouveront dans la bouche, et ben, il va finir par libérer des métaux lourds qui peuvent complètement épuiser, parce que ça puise dans notre pouvoir antioxydant. Et l'histoire de l'aluminium ? C'est pareil, hein, le papier aluminium, il est complètement à bannir de la maison, y compris les ustensiles de cuisine qui sont à base d'aluminium. Le transfert se fait vers l'alimentation et au fil des années, on se retrouve avec un taux élevé d'aluminium dans le sang et les conséquences sur la santé sont néfastes. Et en fait, même le superaliment, lorsqu'il est cuit dans ce type d'ustensile, il perd sa puissance. Bien entendu. Il faut utiliser des ustensiles de cuisine qui sont sains, il faut utiliser des manières de cuisson qui sont saines pour garder toutes les valeurs micronutritionnelles de notre alimentation. Alors, Fedwa, vous avez un petit secret super aliment. Vous avez un préféré dans la liste? Le gingembre. J'en prends chaque matin avec du citron. J'espère que je fais bien les choses. Gingembre frais? Gingembre frais, oui, un peu râpé avec un peu de citron, avec de l'eau tiède. Bonne association. Très bonne association. Très bonne association. Vous savez, maintenant, c'est les aliments d'hiver. Oui. La vitamine C, ça permet de se défendre. Le gingembre, il y a aussi le ginseng. Oui. Qu'on connaît très très bien. Le ginseng, c'est vraiment la bonne période pour faire une bonne cure parce que c'est une plante adaptogène. C'est comme un superchargeur. En fait, ça permet au corps de raccourcir son temps de récupération. Oui. Il y a deux petites notions à dire aux gens pour qu'ils fassent attention, parce qu'on voit des compléments de ginseng pullier partout maintenant. C'est asiatique, je crois. Oui, mais est-ce qu'il faut la plante? Voilà, c'est-à-dire pas le complément. Non, on ne trouve pas. C'est très difficile d'avoir. Il faut deux éléments importants. Il faut qu'il y ait une bonne dose, parce qu'aujourd'hui, il y a des panoplies de compléments alimentaires à base de ginseng, mais c'est très faiblement dosé. Il y a un point qui est important. Il faut que la racine ait au moins 7 ans d'âge. Mais ça, comment on peut le savoir? Oui, mais c'est écrit sur la boîte. Ceux qui vont le montrer. C'est important de le montrer. C'est mentionné sur la boîte. Oui, parce que la concentration ginsénoïde, le produit qui a cet effet-là, il doit au moins avoir 7 ans d'âge pour être bien concentré. Et c'est une plante adaptogène qui nous permet de nous adapter. Changement climatique, travail nocturne, décalage horaire. Avec 7 heures aujourd'hui, on l'enlève, on l'enlève pas. On l'a pas enlevé. Le ginseng est un bon moyen de s'adapter pendant l'hiver. Pour le moment, c'est tranché. Khadija Deroui, une question à notre super médecin. Le lait à la cannelle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le lait avec de la cannelle. Oui, il y a toute une panoplie de laits végétaux maintenant qui sont à la mode. Mais je parle surtout de la cannelle. Oui, alors la cannelle... La cannelle comme super aliment. Oui, bien sûr, c'est un super aliment. Moi, la cannelle, déjà, l'anecdote, c'est ce qui m'a permis d'enlever le sucre de ma vie. Parce que j'adore le café. Et c'est en sucrant avec un bâton de cannelle que j'ai appris à enlever le sucre de mon café. La cannelle, c'est très bien pour les diabétiques. Ça, on l'oublie. C'est très riche en antioxydants et c'est vraiment un super aliment. D'ailleurs, moi, je le dis toujours aux parents, quand vous faites des compotes pour vos enfants, sucrez à la cannelle au lieu de mettre du sucre. Mettez-la dans les biscuits, dans les préparations de biscuits, c'est très très bon. On peut utiliser de la farine d'avoine, on peut utiliser de la farine de lin. Vous savez, c'est un super cuisinier. Oui, flocons d'avoine, lin, c'est des super aliments. Lin et flocons d'avoine, c'est des super aliments. On peut même l'utiliser en farine. La prochaine fois, on a testé pour vous, Dr Karim Louali, super chef. Et on fera un gâteau ensemble. On fera un gâteau à base de farine d'avoine. On vous enverra cette semaine. Parfait. Après sa séance de sport. Après sa séance de sport, exactement. Mais je suis sûre que ça va être un gâteau healthy avec vous. Mais bon. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le plaisir d'être sain, mais il y a le plaisir des papilles gustatives. C'est important. Quand on mange quelque chose de bon, on est rassasié. Oui, mais à ce moment-là, Edman va nous envoyer notre part du gâteau au studio cette fois-ci. On ne se fera pas avoir. Docteur Karim Louali, on a des questions pour vous, Khadija, qui nous dit « Les super aliments perdent-ils leurs bienfaits si je les cuis ?» Bien entendu. Les manières de cuisson très violentes font perdre tout ce qui est bon dans l'alimentation. Ça, c'est clair. Moi, je le dis, il faut toujours aller vers des légumes croquants, la vapeur, le wok, qui est un excellent moyen pour garder toutes les vertus. Et tant que l'aliment n'est pas croquant dans notre bouche, c'est pas bon. La deuxième des choses, il y a des petites astuces toutes simples, c'est-à-dire que quand je fais ma soupe par exemple et que je fais bouillir mes légumes, je dois toujours pas oublier de récupérer l'eau et de l'utiliser même pour la cuisson du tagine. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire une espèce de marmite, il y a tellement de légumes, de la curcuma, etc., de tout ce qu'il faut, et puis de garder cette eau qu'on peut utiliser par exemple pour faire la papillote, pour faire des choses comme ça, parce que cette eau est riche en vitamines et en oligo-éléments. Super.
Dernière question, on y va. Redouane, 37 ans. En mixant plusieurs super aliments en jus, est-ce que je ne risque pas d'avoir trop de vitamines et d'avoir un effet néfaste sur ma santé? Overdose de vitamines? Oh non, écoutez, surtout quand on prend des choses naturelles comme ça, il faut vraiment des doses astronomiques pour avoir une overdose. Mais par contre, à force de manipuler trop de compléments alimentaires, là, je ne suis complètement pas d'accord. On supplémente quand on a un déficit. On supplémente quand on a un déficit et que l'alimentation n'arrive pas à combler ce déficit. Mais se réveiller le matin et au lieu de manger sainement, prendre la pilule bleue, la pilule rouge, la pilule verte et un amas de vitamines, ça, c'est pas du tout sain pour Mais justement, quand on se réveille le matin et qu'on est fatigué sur plusieurs matinées, on se dit, je vais faire une cure de vitamines. Oui, et en fait, là, je dis toujours, quand on parle d'asthénie et de fatigue, ça dépend de pourquoi je suis fatigué. Mais, bien entendu. On sait rarement pourquoi. Enfin, on sait parce qu'on est peut-être fatigué, on dort pas bien. Le médecin, il a cette capacité mais voilà, c'est au médecin. L'asthénie fonctionnelle et organique, parce que parfois, ça peut être psychologique, et pour traiter l'asthénie, on a besoin d'aller chez le psychiatre. Eh bien, merci beaucoup pour les conseils, merci pour les pistes d'émission, merci pour les propositions on a testé pour vous. Merci d'avoir été avec nous, Dr Karim Louadi. Merci, mesdames, aussi pour votre présence, votre participation pour nos téléspectateurs. Fadoua Barada, psychologue, psychothérapeute, Khadija Daroui, psychiatre, psychothérapeute, et puis Atman pour sa séance de sport, et pour vous, les téléspectateurs, bien sûr, pour votre fidélité, votre confiance. Un grand merci à toute l'équipe et à toute l'équipe de rédaction qui m'accompagne pour la réalisation et la production d'On se dit tout. À très vite. Au revoir. Merci.